Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Immersion médiévale. Ce soir, nous changeons de vie, nous changeons de corps, nous changeons d'âme. Vous n'êtes plus ici, dans le monde moderne et bruyant. Vous êtes en France, au cœur de l'an 1200, dans un bourg modeste, entouré de collines brumeuses. Aujourd'hui, vous êtes le forgeron du village. Votre vie est faite de chaleur, de fer, de suie et d'un rythme lent, immuable, dicté par le souffle du feu. Ce récit n'a pas de fin, il n'a pas d'intrigue. Il est une simple présence, une observation monotone de votre existence devant l'âtre. Installez-vous, fermez les yeux et laissez la chaleur de la forge vous envahir. L'aube n'est pas encore là. Le monde est encore plongé dans cette obscurité dense et veloutée qui précède le jour. Vous êtes éveillé avant tout le monde. C'est votre habitude, c'est votre discipline. Vous êtes allongé dans votre lit, sous une épaisse couverture de peau de bête qui conserve la chaleur de votre corps. L'air de la chambre est glacial. Vous le sentez sur le bout de votre nez, sur vos joues. C'est un froid humide, pénétrant, qui vient des murs de pierre brute de votre maison. Mais vous n'avez pas froid. Vous êtes une créature du feu et la chaleur semble habiter vos os en permanence. Vous prenez une profonde inspiration. L'odeur qui remplit vos narines est unique. C'est l'odeur de votre vie. Ce n'est pas l'odeur de la paille ou des animaux comme chez le paysan. C'est une odeur minérale, âcre et puissante. Ça sent le charbon de bois froid, la poussière de fer, la cendre ancienne et le cuir brûlé. C'est une odeur sombre, lourde, qui vous ancre immédiatement dans la réalité. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes celui qui dompte le métal. Vous repoussez les couvertures avec un geste lent. Vos pieds nus touchent le sol de terre battue. Le contact est froid, dur, rugueux. Cela vous réveille tout à fait. Vous vous levez sans faire de bruit, habitué à vous mouvoir dans l'obscurité. Vous enfilez votre tunique de laine grise, épaisse et grossière, qui gratte légèrement la peau. Vous passez votre tablier de cuir, ce tablier qui est comme une seconde peau pour vous. Il est lourd, rigide, noirci par des années de suie, marqué par des centaines d'étincelles qui y ont laissé de petites cicatrices. En le nouant autour de votre taille, vous sentez que vous endossez votre armure. Vous êtes prêt. Vous quittez la partie habitation pour entrer dans l'atelier qui est juste à côté. Il n'y a pas de porte, juste un passage voûté. En entrant dans la forge, le silence change de texture. Ici, le silence est respectueux. C'est le silence d'un temple dédié au feu. La pièce est vaste, plongée dans le noir, mais vous connaissez l'emplacement de chaque outil, de chaque enclume, de chaque tas de charbon. Vous marchez avec assurance vers le foyer. Le foyer est le cœur de la pièce, le cœur de la maison, le cœur du village. Il est éteint pour l'instant, ou du moins il en a l'air. C'est une large structure de pierre surélevée, couverte d'un dôme de cendres grises. Vous vous approchez. Vous prenez une tige de fer mince et vous grattez doucement la cendre. Criss, criss, criss. Le bruit est sec, léger. Sous la couche de gris, vous découvrez une lueur rouge, très faible, presque mourante. C'est la braise d'hier que vous avez soigneusement couvée. Le feu ne meurt jamais vraiment chez le forgeron, il dort seulement. C'est maintenant que commence votre rituel, le plus important de la journée, le réveil du feu. Vous le faites avec une lenteur cérémonielle. Vous prenez une poignée de copeaux de bois sec que vous gardez toujours à portée de main dans un panier d'osier. Vous les déposez délicatement sur la braise rougeoyante. Vous ne les jetez pas, vous les posez comme on pose un enfant dans son berceau. Puis vous vous penchez et vous soufflez. Votre souffle est long, régulier, maîtrisé. La cendre vole légèrement, dansant dans l'air comme de la neige grise.
La lueur rouge s'intensifie, devient orange. Les copeaux de bois commencent à fumer, une fumée blanche et odorante qui pique un peu les yeux. Vous continuez de souffler, sans impatience. Et soudain, une petite flamme jaune apparaît. Elle est timide, vacillante, minuscule. Mais elle est là. La vie est revenue dans la forge. Vous redressez votre corps massif. Vous prenez maintenant du petit charbon de bois, des morceaux noirs et légers qui cliquaient entre eux comme des ossements. Clic, clac, clac. Vous les disposez autour de la petite flamme, construisant une sorte de nid, une petite montagne noire. Vous veillez à ne pas étouffer le feu naissant. Tout est question d'équilibre, d'air et de patience. Maintenant, il faut donner de la force à cette flamme. Vous vous tournez vers le grand soufflet de cuir et de bois, accroché au plafond par des chaînes. C'est le poumon de la forge. Vous saisissez la poignée de bois polie par votre main droite. Le bois est lisse, chaud au toucher. Vous tirez vers le bas. Le cuir du soufflet grince doucement, un bruit de vieil animal qui s'étire. Gragnac. Puis, vous relâchez. L'air est propulsé dans le foyer par la tuyère. Le résultat est immédiat. Le tas de charbon s'illumine de l'intérieur. Le rouge devient vif, puis presque blanc par endroits. Le son du feu change. Ce n'est plus un crépitement timide, c'est un ronflement sourd, une respiration puissante. Vroom, vroom. À chaque coup de soufflet, le feu répond. C'est un dialogue entre votre bras et les flammes. Vous actionnez le soufflet avec un rythme lent, hypnotique. Tirez, soufflez, tirez, soufflez. Vous pourriez faire cela les yeux fermés. Vous le faites depuis 20 ans. La lumière envahit peu à peu l'atelier. Ce n'est pas la lumière blanche du jour, c'est une lumière mouvante, orange, profonde, qui fait danser des ombres gigantesques sur les murs de pierre. Vous voyez enfin votre royaume apparaître. L'enclume, massive, trône au centre de la pièce comme un autel païen. Sa surface d'acier brille faiblement, polie par des milliers de coups de marteau. Les marteaux, justement, sont alignés sur l'établi, du plus petit au plus lourd, comme une famille de métal. Les pinces, aux longues mâchoires noires, sont suspendues au mur, attendant de mordre le fer brûlant. Il fait encore froid dans le reste de la pièce, mais près du foyer, la chaleur commence à rayonner. Vous sentez cette chaleur sur votre visage, sur vos bras nus. C'est une sensation délicieuse, protectrice. Vous vous tenez là, une main sur le soufflet, l'autre pendante, regardant le charbon qui se consume et se transforme en énergie pure. Vous n'avez pas encore commencé à travailler le fer. Pour l'instant, vous êtes simplement le gardien du feu. Vous rajoutez du charbon, des morceaux plus gros cette fois. Vous les prenez avec une petite pelle de fer. Roc, rac. Le bruit du charbon converse est sec, minéral. Vous formez un dôme parfait autour du cœur du foyer. La fumée change de couleur, devient plus transparente, signe que la combustion est bonne, que la chaleur monte. Vous attendez. La vie de forgeron est faite à moitié d'action brutale et à moitié d'attente immobile. Il faut attendre que le foyer atteigne la température idéale. Il faut attendre que le cœur du brasier soit blanc, aveuglant. Alors, vous restez debout, immobile comme une statue, les yeux fixés sur les flammes qui lèchent les pierres noircies de la cheminée. Vous écoutez le chant du feu. C'est un son complexe. Il y a le souffle de l'air, le craquement du bois qui éclate, le sifflement des gaz qui s'échappent. C'est une musique continue, sans début ni fin, qui vide votre esprit de toute pensée. Dehors, le village commence à peine à s'éveiller. Vous entendez, très loin, le premier aboiement d'un chien. Vous entendez le grincement d'une charrette qui passe sur le chemin. Mais ces bruits appartiennent à un autre monde. Votre monde est ici, dans ce cercle de lumière orange, dans cette chaleur qui monte. Vous allez vers l'établi pour choisir votre premier morceau de fer de la journée. Vous prenez une barre de métal brute, froide, grise, inerte. Elle est lourde dans votre main. Elle est morte. Votre travail est de lui donner la vie.
Vous passez votre pouce sur la surface rugueuse du métal. Il est froid comme la glace. Bientôt, il sera mou comme de l'argile, brillant comme un soleil. C'est le miracle quotidien que vous accomplissez, sans jamais y penser comme un miracle, mais comme à une tâche. Vous retournez vers le feu. Le foyer est prêt. La chaleur est maintenant intense. Elle vous pique presque les yeux si vous regardez trop fixement. Vous saisissez la barre de fer avec une longue pince à bec plat. Vous l'introduisez au cœur du brasier, là où la chaleur est la plus blanche. Vous l'enfoncez sous le charbon, vous l'enterrez dans le feu. Et maintenant, vous attendez encore. Vous reprenez la poignée du soufflet. Le rythme reprend. Gnac, pff, gnac, pff. C'est le battement de cœur de la forge. Vous ne forcez pas, vous accompagnez le mouvement. Votre corps oscille légèrement d'avant en arrière, comme une barque sur une houle lente. Vous regardez la poignée de la pince qui dépasse du foyer. Vous savez exactement, à la seconde près, quand le fer sera prêt. Vous n'avez pas besoin d'horloge. La couleur du feu vous le dit, l'odeur du fer vous le dit, votre instinct vous le dit. Le temps s'étire. Il n'y a plus de minutes, plus d'heures, il n'y a que des cycles de chauffe. Vous êtes seul avec les éléments, le feu, l'air, la terre, le charbon et bientôt l'eau pour la trempe. Vous êtes le maître des éléments, mais un maître humble, serviteur de sa propre forge. La chaleur commence à vous faire transpirer légèrement sous votre tablier de cuir. Une goutte de sueur coule le long de votre tempe. Vous ne l'essuyez pas, elle fait partie du processus. L'odeur de la suie devient plus forte, plus piquante. C'est une odeur qui prend à la gorge, mais que vous aimez plus que tout. Vous retirez un tout petit peu la barre de fer pour vérifier sa couleur. Elle est passée du gris au rouge cerise sombre. Pas encore assez. Elle doit être jaune, presque blanche, pour accepter la volonté du marteau. Vous la repoussez dans les braises. Vous actionnez le soufflet un peu plus fort. Le feu rugit doucement. Les étincelles montent dans le conduit de la cheminée, comme des étoiles filantes inversées qui s'envolent vers le ciel noir du matin. Vous êtes bien, vous êtes à votre place. Le monde extérieur peut s'agiter, les guerres peuvent éclater, les rois peuvent mourir, mais ici, dans la forge, la loi est toujours la même. Le fer obéit au feu, et le feu obéit au forgeron. C'est une certitude absolue, une vérité qui apaise l'âme. Vous préparez mentalement votre premier coup de marteau. Vous visualisez l'enclume, vous visualisez la forme que vous allez donner au métal. Ce sera peut-être un fer à cheval, ou un clou de charpente, ou une charnière pour une porte, peu importe l'objet. Ce qui compte, c'est le geste. Ce geste que vous allez répéter des milliers de fois aujourd'hui. Mais pour l'instant, le fer chauffe, et vous veillez. Vous respirez la fumée, vous écoutez le crépitement, et vous attendez, dans cette immobilité parfaite qui est le secret de votre force. Le fer est prêt. Vous le savez sans même avoir besoin de le regarder. Une sorte de sixième sens, né de 20 années passées dans la pénombre de cet atelier, vous avertit que le métal a atteint son point de fusion idéal, ce moment précis où il cesse d'être une matière rigide pour devenir une pâte de lumière malléable. Vous lâchez la poignée du soufflet de bois qui oscille encore doucement sur ses chaînes. Glin. Le ronflement du feu s'apaise légèrement, mais la chaleur, elle, reste intense, une bulle invisible qui vous enveloppe. Vous saisissez fermement les longues pinces de fer noirci. Vos doigts se referment sur le métal froid noirci, créant un contraste saisissant avec la fournaise qui se trouve à quelques centimètres. Vous plongez les mâchoires de la pince dans le cœur blanc du brasier. Vous cherchez à l'aveugle, vous tâtez, vous trouvez la barre, vous serrez. Vos muscles de l'avant-bras se tendent sous la peau, une tension familière, rassurante. Vous tirez la barre hors du feu. C'est l'instant magique. Un morceau d'étoile vient d'apparaître dans la pénombre de la forge. Le métal est d'un blanc éblouissant, presque douloureux à regarder, auréolé de jaune pur. Il crache quelques petites étincelles, comme s'il était vivant, comme s'il protestait d'avoir été arraché à sa couche de charbon.
La lumière qu'il dégage est si forte qu'elle éclaire soudainement tout l'atelier. Les murs de pierre rugueuse, les poutres du plafond noircies par la fumée, les outils accrochés qui brillent un court instant. Votre propre ombre, immense et dansante, se projette contre le mur du fond. Vous pivotez sur vos talons, un mouvement fluide, 1000 fois répété. Du feu à l'enclume, 2 pas seulement. 1, 2. Vous déposez le métal brûlant sur la table de l'enclume. L'enclume est froide, massive, indifférente. Le contact entre le fer blanc et l'acier froid ne produit aucun son pour l'instant, juste une attente. De votre main droite, vous saisissez votre marteau favori. Son manche en bois de frêne est poli, lisse comme de la soie, sculpté par la forme exacte de votre paume au fil des ans. Il est lourd, mais pour vous, il est léger comme une plume. Il est le prolongement de votre bras. Vous le levez. Vous ne forcez pas, vous utilisez l'élan. Le marteau monte, s'arrête une fraction de seconde au sommet de sa courbe, puis redescend. Tang. Le premier coup résonne. C'est un son clair, cristallin, incroyablement pur. Il ne ressemble à aucun autre bruit du village. Ce n'est pas un choc sourd, c'est une note de musique, haute et perçante, qui voyage à travers les murs, traverse la brume du matin et s'en va mourir dans les collines. Tang. L'écho dure quelques secondes dans l'atelier. Le marteau remonte immédiatement, profitant du rebond sur l'enclume. C'est une danse. Vous n'avez pas besoin de soulever le poids, l'enclume vous le renvoie. Vous guidez simplement l'outil. Le métal rouge s'écrase légèrement sous l'impact. Il s'élargit, il obéit. Tang. Deuxième coup. Une pluie d'étincelles jaillit. Ce sont de minuscules feux d'artifice dorés qui giclent dans toutes les directions. Elles tombent sur votre tablier de cuir, sur le sol de terre battue, sur vos bras nus. Vous ne les sentez même pas. Elles s'éteignent avant de toucher le sol, vie et mort d'une étoile en 1 seconde. Vous regardez ces étincelles avec une fascination distraite, tout en gardant votre concentration sur la forme qui naît sous vos yeux. Tang, tang, tang. Le rythme s'installe. C'est un métronome lent. Il n'y a aucune précipitation. Entre chaque coup, il y a un silence, une respiration. Le bruit est hypnotique. C'est le battement de cœur de l'industrie médiévale. Pour celui qui écoute de l'extérieur, c'est le signal que le jour a commencé. Pour vous, c'est une transe. Vous ne pensez plus à rien. Votre esprit est vide. Il n'y a que le point précis où le marteau doit frapper. À chaque impact, le fer change. Il s'aplatit, s'étire, se courbe. Mais il change aussi de couleur. C'est une horloge visuelle. Du blanc éblouissant, il passe au jaune citron. Tang. Du jaune citron, il glisse vers l'orange vif. Tang. L'orange devient plus sombre, plus rouge. Tang. Le métal commence à durcir, vous le sentez dans votre poignet. Le marteau rebondit un peu plus fort, le son devient un peu plus aigu, plus métallique. Le fer résiste. Il commence à refroidir. Il veut retourner à son état de pierre. Le rouge devient cerise, puis sombre, presque gris sur les bords. C'est le signal. Vous ne pouvez plus le travailler. Si vous frappez maintenant, le métal pourrait se fissurer, se plaindre. Il faut s'arrêter. Vous levez le marteau une dernière fois, mais vous ne frappez pas. Vous le reposez sur l'enclume avec un bruit mat. Vous saisissez à nouveau la pièce avec la pince. Vous la regardez un instant. Elle a changé de forme, mais elle n'est pas finie. Elle a besoin de plus de feu. Vous pivotez à nouveau. 1, 2, retour vers le foyer. Vous enfoncez le métal qui s'assombrit dans le cœur des braises. Vous le recouvrez de charbon frais. Et le cycle recommence. Vous reprenez la poignée du soufflet. Gnec, pff, le feu reprend vie. Vous attendez. Cette alternance entre l'action physique intense et l'attente immobile est l'essence même de votre métier. Frapper, attendre, frapper, attendre. C'est une respiration binaire. Pendant que le fer chauffe, votre rythme cardiaque ralentit. Vos muscles se relâchent. Vous profitez de la chaleur du foyer pour détendre votre épaule. Dehors, le jour se lève pour de bon. Une lumière grise filtre à travers les volets de bois entr'ouverts, se mélangeant à la lueur orange du feu.
La poussière de l'atelier danse dans ces raies de lumière. Des milliers de particules de charbon et de silice flottent en suspension, créant une atmosphère brumeuse et irréelle à l'intérieur de la forge. Le fer est prêt à nouveau, blanc, brûlant, sorti du feu, pivot, enclume, et la musique reprend. Tang, tang, tang. Cette fois, vous utilisez le bicorne de l'enclume, la partie pointue, pour courber le métal. Vous le tenez incliné. Le bruit change. Ce n'est plus un son clair, c'est un son plus sourd, plus complexe. Le métal se tord, gémit sous la contrainte, mais finit par céder. Vous tournez la pièce avec la pince gauche, vous frappez avec la droite. Gauche, droite, tenir, frapper. C'est une coordination parfaite, acquise au prix de 1000 brûlures et de 1000 échecs passés. La sueur commence à couler plus franchement maintenant. Elle ruisselle dans votre dos, le long de votre colonne vertébrale. C'est une bonne sueur, une sueur de nettoyage. Elle emporte avec elle les toxines de la nuit. Vous sentez votre corps fonctionner comme une machine bien huilée. Vos articulations sont chaudes, vos tendons sont souples. Vous êtes fort, vous êtes le maître de la matière. Parfois, vous laissez le marteau rebondir doucement sur l'enclume nue, entre deux frappes sur le fer. Tang, titing, tang, titing. C'est un petit rythme que vous vous donnez, une syncope musicale pour garder la cadence. Les vieux forgerons disent que c'est pour faire chanter l'enclume. C'est votre seule compagnie, votre seule musique. Personne ne vous parle, personne ne vient vous déranger. Le village sait que le forgeron travaille. Le temps n'existe plus. Vous avez peut-être forgé pendant 1 heure, peut-être 3. La pile d'objets finis commence à grandir sur le sol, près du bac à eau. Des clous, des fers, des gonds. Ils refroidissent lentement, passant du gris bleuté au noir mat. Ils sont là, témoins silencieux de votre effort. Vous êtes plongé dans une solitude absolue, mais vous ne vous sentez pas seul. Vous êtes en conversation avec le fer. Il a son caractère. Parfois il est docile, parfois il est capricieux. Il contient des impuretés qui le rendent cassant. Vous devez l'écouter, le comprendre, le respecter. Le soleil est maintenant plus haut. Un rayon de lumière plus franc traverse la pièce et vient frapper le tas de charbon noir, le faisant scintiller comme un trésor de diamants noirs. La fumée monte vers le plafond, s'enroule autour des vieilles poutres de chêne noircies et s'échappe par les tuiles disjointes du toit. Vous vous arrêtez un instant. Vous posez le marteau. Vous essuyez votre front avec le revers de votre main noircie, laissant une traînée de suie sur votre visage. Vous ressemblez à un démon bienveillant, un esprit de la terre et du feu. Vous prenez une louche dans un seau d'eau fraîche posé dans un coin. Vous buvez. L'eau est froide, métallique, délicieuse. Elle descend dans votre gorge brûlante comme un torrent de glace. Vous soupirez de satisfaction. Mais le feu vous appelle. Il ne faut pas le laisser mourir. Il ne faut pas laisser le rythme se briser. Vous reprenez la pince. Vous choisissez une nouvelle barre. Vous la plongez dans la braise. Le soufflet grince. Le feu rugit. Et le monde continue de tourner autour de votre enclume immobile. Vous êtes le point fixe, vous êtes le pivot. Tant que vous frappez, le village tient debout. Tant que vous frappez, le temps s'écoule, coupe après coup, étincelle après étincelle. Tang, tang, tang. Le soleil est maintenant au zénith, bien que vous ne puissiez le voir directement. Dans votre antre de pierre, le temps se mesure à la hauteur de la lumière qui traverse les fentes du toit et à la chaleur qui s'accumule sous les voûtes. L'air de la forge est devenu dense, presque solide. C'est un air chargé de poussière de charbon, de limaille de fer et de l'odeur sèche de la terre cuite. Mais c'est une atmosphère que vous respirez avec aisance, car c'est l'air de votre royaume. Le moment est venu d'accomplir le 2e miracle de votre journée. Après avoir dompté le fer par le feu et par le marteau, vous devez maintenant le fixer pour l'éternité par l'eau. C'est la trempe, l'instant décisif où le métal décide de sa nature finale.
Vous tenez dans vos pinces une pièce que vous venez de façonner. C'est peut-être une lame de couteau ou une simple barre de renfort pour une charrette. Elle est encore rouge sombre, d'une couleur de sang coagulé, pulsant d'une chaleur qui déforme l'air autour d'elle. Vous vous tournez vers le grand bac de pierre situé dans le coin le plus sombre de l'atelier. Ce bac est rempli d'une eau qui n'a pas été changée depuis des lunes. C'est une eau noire, huileuse, mystérieuse. Elle contient la mémoire de milliers d'autres fers qui y ont été plongés avant celui-ci. La surface est calme, comme un miroir d'obsidienne. Vous approchez le métal brûlant. Vous sentez l'humidité de l'eau monter vers la chaleur du fer avant même qu'il se touche. C'est la rencontre des contraires. D'un geste sûr et vertical, vous plongez la pièce dans l'eau. Un sifflement puissant qui remplit tout l'espace de la forge. L'eau, agressée par la chaleur extrême, entre en ébullition instantanée autour du métal. Une colonne de vapeur blanche, épaisse et opaque jaillit du bac. Elle monte droit vers votre visage, vous enveloppant dans un nuage chaud et humide. Cette vapeur a une odeur particulière, une odeur minérale, une odeur de pierre mouillée, de soufre et de volcan. Vous ne reculez pas. Vous fermez les yeux un instant, laissant la brume vous lécher la peau couverte de suie. C'est un sauna brutal qui nettoie vos pores. Sous la surface de l'eau, vous sentez des vibrations dans la pince. Le métal tremble. Il se contracte. Ses molécules se resserrent violemment. Il devient dur. Il devient acier. Le sifflement diminue d'intensité. Tch, tch, tch. Il devient un murmure, puis un simple bouillonnement. Glou. Vous remuez doucement la pièce dans l'eau pour la refroidir uniformément. Vous entendez le clapotis du liquide contre les parois de pierre. C'est un son apaisant après la violence du marteau. C'est le son de l'apaisement. Vous retirez enfin le fer. Il ne brille plus. Il est devenu gris mat, couvert d'une fine couche d'oxyde. Des gouttes d'eau tiède perlent à sa surface et s'évaporent rapidement. Il est froid. Il est mort au feu, mais il est né à la force. Il est incassable. Vous le jetez sur le tas de pièces finies, au sol. Cling. Le son est sec, définitif. Une tâche de plus accomplie. Votre estomac émet un grondement sourd, rivalisant un instant avec le bruit du soufflet. Il est temps de rompre le travail. Il est temps de nourrir la machine humaine. Vous posez vos pinces sur l'établi. Vous ne nettoyez pas vos mains. À quoi bon? La suie est incrustée dans vos empreintes digitales. Elle fait partie de votre peau. Vos mains sont noires, brillantes, comme si elles étaient elles-mêmes faites de fer. Vous allez vous asseoir sur un vieux billot de bois, près de la porte ouverte de la forge, là où l'air est un peu plus frais. Vous regardez dehors. Le village est calme sous le soleil de midi. Les ombres sont courtes. Quelques poules grattent la terre près de l'entrée, cherchant des vers imaginaires. Vous sortez votre repas d'un linge de toile bise. C'est simple, c'est toujours simple. Une miche de pain, un morceau de fromage à pâte dure, une pomme ridée. Vous prenez votre couteau, celui que vous avez forgé vous-même il y a 10 ans, dont la lame est usée mais tranchante comme un rasoir. Vous coupez une tranche de pain. Vos doigts noirs laissent des traces de charbon sur la croûte dorée. Vous ne les essuyez pas. On dit que le charbon nettoie les dents et fortifie l'estomac. C'est le sel du forgeron. Vous mangez lentement. Crouiche, miam. Le pain est dense, nourrissant. Le fromage est salé. Vous mastiquez en regardant le feu qui somnole dans l'âtre. Vous ne l'avez pas éteint, bien sûr. Vous l'avez juste recouvert d'un peu de cendre pour qu'il patiente. Il rougeoie doucement, comme un œil de dragon qui vous surveille pendant votre repas. La fatigue commence à retomber sur vos épaules, maintenant que l'adrénaline du marteau a disparu. C'est une lourdeur agréable. Vos bras pendent de chaque côté de vos jambes. Vous sentez le sang battre dans vos poignets, un écho du rythme de la matinée. Boum, boum, boum. Vous prenez votre gourde en cuir, vous la débouchez. C'est du cidre, coupé avec beaucoup d'eau. Vous buvez à longues gorgées.
Le liquide frais lave la poussière de votre gorge. C'est la meilleure sensation du monde. Ah, vous restez là, assis sur votre billot, les yeux mi-clos. Vous n'êtes pas pressé de reprendre. Le Moyen-Âge est une époque de patience. Le client attendra, le cheval attendra, le fer attendra. Ce moment de calme est sacré. C'est l'équilibre nécessaire à la violence de la forge. Vous observez les grains de poussière qui dansent dans le rayon de lumière. Ils montent et descendent, portés par les courants d'air invisibles. Vous pourriez presque vous endormir là, assis, bercé par la chaleur résiduelle du fourneau et le bourdonnement d'une grosse mouche bleue qui tourne en rond dans l'atelier. Bzzz. Elle se pose sur l'enclume, puis repart. Mais vous ne dormez pas, vous vous reposez, vous rechargez vos forces. Vous êtes un bloc de calme au milieu du chaos potentiel. Vous pensez à la prochaine pièce. Ce sera une grille pour la fenêtre du monastère. Un travail délicat qui demandera moins de force, mais plus de précision. Vous visualisez les volutes, les courbes, les rivets. Vous forgez déjà dans votre tête, sans bouger un muscle. Le feu crépite soudain. Une petite poche de résine dans le charbon qui éclate. Paf! Cela vous sort de votre rêverie. C'est le signal. Le feu vous appelle. Il a faim d'air, il a faim de fer. Vous finissez votre pomme. Vous jetez le trognon aux poules qui se précipitent dessus avec des gloussements satisfaits. Vous essuyez votre bouche avec le revers de votre main. Vous vous levez. Vos genoux craquent un peu. Crac. La machine se remet en route. Vous retournez vers le centre de la pièce. Vous reprenez votre tablier de cuir. Vous le réajustez. Vous saisissez le soufflet. Le cuir grince à nouveau. Guenec. Le feu se réveille, secouant sa torpeur de midi. La lumière orange inonde à nouveau les murs. L'après-midi sera longue, chaude et bruyante. Mais pour l'instant, vous êtes prêt. Vous êtes le forgeron, et le fer n'attend que votre ordre pour chanter à nouveau. Le soleil a commencé sa longue descente vers l'horizon, bien que vous ne le voyiez pas directement. Dans la forge, le temps ne se mesure pas à la position de l'astre, mais à l'évolution de la lumière qui filtre à travers les volets disjoints et les tuiles cassées du toit. La lumière crue et blanche de midi a laissé place à une teinte plus dorée, plus poudreuse, chargée de mélancolie. L'air de l'atelier, qui était vif et brûlant ce matin, est devenu lourd, épais, saturé. C'est une atmosphère presque solide, faite de millions de particules de charbon, de suie et de poussière de fer qui flottent en suspension, brillant comme de l'or sombre dans les derniers rayons obliques. Votre corps ressent ce changement. La frénésie du marteau, ce rythme cardiaque violent qui vous a animé toute la matinée, s'est calmé. Vos muscles ne sont pas douloureux, non, ils sont simplement gorgés d'une fatigue dense et familière. C'est la sensation d'une pierre qui a été chauffée au soleil toute la journée et qui commence à restituer sa chaleur. Vos épaules sont basses, ancrées vers le sol. Vos mains, noires et calleuses, bougent avec une économie de gestes impressionnante. Il n'y a plus de mouvements brusques, chaque geste est calculé, lent, fluide. Vous êtes maintenant à l'établi, loin de la chaleur directe du foyer. Le travail de force est terminé. Le fer a été dompté. Maintenant, il s'agit de le polir, de le finir, de lui donner sa noblesse. Vous tenez une grande lime à métaux dans votre main droite. La poignée de bois est chaude, imprégnée de votre propre suaire et de l'huile de lin. Sous vos doigts, vous sentez le grain du bois usé par les années. Vous posez la lime sur la pièce de métal fixée à l'étau, une penture de porte, longue et élégante, destinée à l'église voisine. Vous poussez. Criss. Le son est rugueux, sec, continu. C'est le chant de l'acier contre l'acier. Une vibration fine remonte le long de votre bras, chatouillant vos os jusqu'à l'épaule. Vous ramenez la lime. Vous poussez à nouveau. Criss. Ce n'est plus la musique percutante du marteau, c'est un chuchotement abrasif. Vous regardez la limaille tomber. C'est une pluie d'argent minuscule, grise et brillante, qui s'accumule sur le sol de terre battue, formant de petits monticules au pied de l'établi. Vous êtes hypnotisé par cette chute. Chaque grain est un fragment de temps qui s'écoule.
Vous soufflez doucement sur la pièce pour dégager la poussière. Pfff. Le métal nu apparaît en dessous, brillant, argenté, débarrassé de sa peau noire d'oxyde. Vous passez la pulpe de votre pouce sur l'arête que vous venez de travailler. Elle est vive, nette, parfaite. Vous hochez la tête, un hochement imperceptible, juste pour vous-même. La satisfaction du forgeron n'a pas besoin de mots. Elle réside dans la perfection du toucher. Dehors, le monde change de sonorité. Les bruits actifs du village s'estompent. Le cri des marchands a cessé. Le roulement des roues cerclées de fer sur les pavés se fait plus rare. À la place, vous entendez les bruits du retour, les pas traînants des hommes qui rentrent des champs, le tintement des cloches des vaches que l'on ramène à l'étable, le rire lointain d'un enfant qui court une dernière fois avant le repas. Ces bruits vous parviennent étouffés, filtrés par les murs épais de pierre de votre sanctuaire. Vous êtes à la fois au centre du village et totalement isolé, un ermite dans sa grotte de feu. Soudain, la cloche de l'église sonne l'Angélus. Dong. Le son est profond, grave. Il traverse l'air du soir, traverse les murs, traverse votre poitrine. Dong. C'est le signal universel. Le jour des hommes est fini. Le temps de Dieu et le temps du repos commencent. Dong. Le troisième coup meurt lentement, laissant une résonance fantôme dans l'air. Vous posez votre lime sur l'établi. Le silence qui suit est vertigineux. Pendant 12 heures, vos oreilles ont été saturées par le rugissement du feu et le choc du marteau. Maintenant, le silence semble avoir une pression physique. Il bourdonne légèrement à vos oreilles. Commence alors la liturgie de la fermeture. C'est un rituel aussi sacré que celui de l'allumage. Vous ne pouvez pas simplement partir, la forge ne se quitte pas, elle se range, elle s'apaise. Vous prenez un balai fait de brindilles de bouleau séché liées par une corde de chanvre. Le manche est rugueux. Vous commencez à balayer le sol autour de l'enclume. Frouch, frouch. Le bruit est doux, rythmé. Vous rassemblez les éclats de charbon, les écailles de fer, la poussière. Vous tracez des cercles sur le sol, effaçant les traces de vos pas de la journée. Vous remettez l'espace à zéro. Vous prenez ensuite vos marteaux. Ils sont éparpillés sur l'établi. Vous les prenez un par un. Vous soupesez chacun d'eux, comme pour les remercier du travail accompli. Le lourd, le moyen, le petit marteau à planer. Vous les alignez soigneusement sur leur râtelier en bois. Ils doivent être là, exactement à cette place pour que votre main les trouve à l'aveugle demain matin. L'ordre est la seule défense contre le chaos du feu. Vous vous approchez enfin du foyer, le cœur de la forge. Il est calme maintenant. Le ronflement puissant du matin est devenu un murmure. Les braises sont d'un rouge profond, sombre, couleur de cerise mûre ou de sang séché. Elles pulsent doucement, une respiration lente et agonisante. La chaleur est encore intense, mais elle n'est plus agressive. C'est une chaleur rayonnante, enveloppante, une chaleur qui vous invite au sommeil. Vous ne tuez par le feu, jamais. Le feu est l'âme de la maison. S'il meurt, la chance part avec lui. Vous devez le mettre en dormance. Vous prenez la grande pelle de fer. Elle racle la pierre du foyer. Rac. Vous puisez dans la cendre grise, fine et volatile, qui s'est accumulée sur les bords de l'âtre. Cette cendre est douce comme de la farine. Délicatement, avec une tendresse paternelle, vous versez la cendre sur les braises rouges. Une pelletée. Le rouge s'atténue. Une deuxième. La lumière baisse dans toute la pièce. Une troisième. Il n'y a plus de rouge. Il n'y a qu'un monticule gris, inerte en apparence. Mais vous savez que dessous, au cœur du tas, la chaleur est piégée, vivante, attendant patiemment le souffle de demain. Vous avez bordé le feu comme on borde un enfant. L'obscurité a maintenant envahi l'atelier. Seuls les contours de l'enclume et du soufflet se détachent dans le bleu profond du crépuscule qui entre par la porte.
L'odeur change aussi. L'odeur piquante du soufre et du métal chaud s'estompe pour laisser place à l'odeur de la terre froide, de la pierre humide et de la nuit qui tombe. Vous portez vos mains à votre cou. Vos doigts engourdis trouvent les liens de votre tablier de cuir. Vous tirez. Le nœud se défait. Le tablier, lourd et rigide, glisse de vos épaules. Vous le rattrapez et le pendez à son clou. En le quittant, vous vous sentez soudain étrangement léger, presque aérien, mais aussi vulnérable. Sans cette seconde peau de cuir bouilli, l'air frais du soir touche votre tunique trempée de sueur. Un frisson parcourt votre échine. Ce n'est pas désagréable. C'est le rappel que vous êtes un homme, fait de chair et de sang, et non de fer. Vous marchez vers la sortie, vers la petite cour arrière. Le ciel est d'un bleu d'encre, percé par la première étoile, solitaire et brillante. L'air est frais, pur, lavé de toute fumée. Vous prenez une grande inspiration. L'odeur de l'herbe mouillée et du fumier des étables voisines remplit vos poumons. C'est l'odeur de la vie, l'odeur de la terre. Il y a là un grand baquet de bois rempli d'eau de pluie. La surface est noire, immobile. Vous plongez vos mains dedans. L'eau est glaciale. Le choc thermique est brutal. Il réveille vos nerfs endormis. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre. L'eau devient trouble. Vous prenez de l'eau dans vos paumes en coupe et vous vous aspergez le visage. Une fois, 2 fois. L'eau ruisselle dans votre barbe, sur votre cou. Elle emporte la sueur et la fatigue, mais pas la suie. La suie reste, incrustée dans les pores, tatouage naturel de votre métier. Vous vous séchez avec un morceau de toile rêche qui gratte la peau. Votre visage picote, le sang afflue aux joues. Vous vous sentez propre, d'une propreté relative, celle du travailleur. Vous rentrez dans la partie habitation de la maison. La transition est immédiate. Ici, le sol n'est pas de terre battue, mais de planches de bois grossières. L'air est plus chaud, plus doux. Il sent la soupe aux choux, le lard fumé et la cire d'abeille. Votre femme est là, près de l'âtre domestique, un feu beaucoup plus petit et plus doux que celui de la forge. Elle ne dit rien. Elle sait que vous avez passé la journée dans le vacarme et que vous avez besoin de silence. Elle pose simplement un bol en terre cuite sur la table massive. Vous vous asseyez sur le banc. Vos genoux craquent, craquent. Une douleur sourde mais douce s'installe dans le bas de votre dos. C'est le prix de la journée. Vous regardez vos mains posées sur la table de bois. Elles sont larges, puissantes, marquées de cicatrices blanches, de brûlures anciennes. Elles tremblent très légèrement. Un tremblement fin, nerveux, résidu des milliers de chocs encaissés. Vous prenez la cuillère de bois. Vous mangez. La soupe est brûlante, épaisse. Le goût est simple, choux, carottes, un peu de gras salé. Mais pour vous, c'est un festin. La chaleur du liquide descend dans votre gorge et irradie dans votre estomac. Elle vous ancre, elle vous alourdit. À chaque bouchée, vos paupières deviennent plus pesantes. Le monde extérieur s'éloigne, les soucis s'effacent. Il n'y a plus que la sensation de la cuillère, la chaleur du bol entre vos paumes. Après le repas, vous restez assis un moment, le regard perdu dans les flammes du foyer domestique. Ce feu-là est différent. Il ne demande rien. Il danse simplement. Il est jaune et joyeux. Vous sentez une torpeur envahissante monter de vos pieds, envahir vos jambes, votre torse, votre nuque. Votre tête dodeline légèrement. Il est temps. Vous vous levez avec effort. Vous marchez vers le coin nuit, séparé par une simple tenture de laine. Le lit est là. Un cadre de bois massif, rempli de paille fraîche, recouvert de peau de mouton épaisse et douce. Vous vous asseyez au bord du lit. Le sommier de corde grince sous votre poids. Vous retirez vos chausses. Le contact de vos pieds nus avec le bois froid du sol est le dernier contact avec la réalité. Vous vous allongez. Le corps s'enfonce dans la paume. Le matelas épouse votre forme, soutenant chaque muscle fatigué. Vous remontez la lourde couverture de fourrure jusqu'à votre menton. Elle sent la bête et la fumée. C'est une odeur de sécurité. L'obscurité est presque totale maintenant, juste une lueur mourante qui vient de la pièce principale. Vous fermez les yeux.
Immédiatement, le silence n'est plus silencieux. Dans votre tête, dans le noir derrière vos paupières, vous entendez encore l'écho de la journée. Tang, tang, tang. Le son du marteau revient, mais il est lointain, cotonneux, comme s'il venait d'une autre vallée. Il ne vous empêche pas de dormir, au contraire, il vous berce. C'est votre berceuse de métal. Le rythme ralentit, il se synchronise avec votre cœur. Boum, boum, boum. Votre respiration devient profonde, régulière. L'air frais de la chambre remplit vos poumons et en ressort tiède. Les images de la journée défilent une dernière fois. L'étincelle blanche, le charbon noir, l'eau qui bout, le fer rouge. Puis tout se dissout dans un gris apaisant. Vos mains s'ouvrent, les doigts se détendent complètement pour la première fois depuis aube. La pince imaginaire tombe, le marteau imaginaire est posé. Vous ne pensez plus au fer, vous ne pensez plus au feu. Vous êtes simplement un homme qui dort, protégé par les murs de pierre qu'il a lui-même bâtis, sous la garde des étoiles qui tournent lentement au-dessus du toit de la forge. Le sommeil vient, noir, profond, sans rêve. Le sommeil du juste, le sommeil du forgeron. Dormez, tout est calme, à demain.